Plongeons au cœur des histoires réelles de vie qui inspirent pour découvrir des récits fascinants et des réflexions sur la vie naturelle et surnaturelle. Pour découvrir des récits fascinants et des réflexions sur la vie naturelle et surnaturelle du quotidien. Abonnez-vous maintenant, découvrez le pouvoir des histoires vraies, uniquement sur Histoire de Vie TV. Ma tante, Ayodele, était une femme dont les mains parlèrent le langage de la chaleur et de l'agitation de Cotonou. Elle possédait un petit salon, niché dans une rue animée, où l'air était toujours imprégné de l'odeur du défrisant et des commérages. Ses journées suivaient un rythme prévisible. Le ronronnement du ventilateur, le cliquetis de ses ciseaux, les rires des femmes partageant des histoires sous les séchoirs. Ayodele aimait ce rythme. C'était une chose solide, quelque chose à laquelle elle pouvait s'accrocher, contrairement aux promesses éphémères des hommes ou au climat politique changeant. Sa vie était soigneusement tressée, chaque brin à sa place, sûr et compréhensible. Elle croyait au tangible, aux choses qu'elle pouvait voir, toucher et sentir. Un vendredi, la ville palpitait d'une énergie particulière. La fin de la semaine donnait toujours l'impression d'un grand soupir de soulagement. Ayodele décida de sortir. Elle enfila une robe de la couleur d'un coucher de soleil sur le lac Nokwe et se rendit dans une boîte de nuit où la musique était si forte qu'elle faisait vibrer les os. Elle n'y allait pas pour trouver quelqu'un. Elle y allait pour danser, pour se perdre dans le rythme, pour sentir la sueur sur sa peau comme un rappel qu'elle était bien vivante et en mouvement. C'est là, dans un coin où les lumières colorées tourbillonnaient comme de l'huile sur l'eau, qu'elle le vit pour la première fois. Il ne dansait pas. Il se contentait d'observer, avec une immobilité déconcertante. Il était différent. Ce n'était pas seulement sa peau claire ou la cadence étrange de son français. C'était quelque chose dans ses yeux. Ils étaient de la couleur de la mer par un jour nuageux, un gris-vert profond et tumultueux. Lorsqu'il finit par s'approcher d'elle, il se déplaçait avec une grâce fluide, qui semblait déplacée au milieu de l'énergie saccadée de la piste de danse. Il ne lui demanda pas son nom tout de suite. Il dit simplement « L'air ici est trop sec ». Ayodele, d'habitude si prompte à répliquer vivement, se retrouva sans voix. Une légère odeur émanait de lui, non pas de parfum, mais de sel, et de quelque chose d'autre, quelque chose de sauvage et d'ancien, comme l'océan lui-même. Leur conversation fut d'abord hésitante. Il lui posait des questions, mais pas les habituelles. Il ne lui demanda pas ce qu'elle faisait dans la vie, ni d'où elle venait. Il lui demanda ce que la pluie lui faisait ressentir sur la peau. Il lui demanda si elle avait déjà entendu l'océan l'appeler par son nom. Ayodele ressentit une étrange attirance, un courant qu'elle ne pouvait expliquer. Elle, une femme ancrée dans la terre ferme de son salon, se sentait attirée dans ses profondeurs mystérieuses. Cette nuit-là, elle quitta le club avec son odeur imprégnée sur ses vêtements et un profond sentiment de malaise, à la fois terrifiant et palpitant. Sa vie soigneusement tressée commençait à se défaire. Ils commencèrent à se rencontrer régulièrement. Il se faisait appeler Ad, juste Ad. Il n'avait pas de nom de famille, ou du moins, il ne voulait pas le partager. Leur rendez-vous n'était jamais ordinaire. Il l'emmenait à la plage à minuit, non pas pour marcher sur le sable, mais pour se tenir au bord où les vagues s'écrasaient, laissant l'écume laver leurs pieds. Il parlait du monde sous-marin avec une familiarité troublante. Il décrivait des canyons sous-marins et des villes de corail, comme s'il décrivait les rues de Cotonou. Ayodele écoutait, partagée entre fascination et incrédulité. Elle lui demandait d'où il venait, et il se contentait de sourire et de pointer l'horizon où le ciel rencontrait la mer. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le sable humide, une tempête se préparant au large, il lui dit sa vérité. Ou ce qu'il prétendait être sa vérité. « Je ne suis pas de votre monde », dit-il,
sa voix aussi basse et grondante que le tonnerre lointain. « Je suis de l'eau, le fils d'une Mami Wata. » Ayodele faillit rire. Ça sonnait comme une réplique de film Nollywood, quelque chose de dramatique et d'incroyable. Elle chercha un signe qu'il plaisantait, une étincelle dans ses yeux, un tic nerveux de ses lèvres. Mais son visage était complètement sérieux, ses yeux couleur de mer la fixant avec une gravité intense. Il lui dit qu'il ne pouvait rester sur Terre que pendant un certain temps. Leurs interactions devinrent plus étranges. Il lui apportait des cadeaux de la mer. Des coquillages parfaitement formés, qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Des pierres lisses qui brillaient faiblement dans l'obscurité. Des perles qui n'étaient pas tout à fait rondes, mais qui avaient un éclat irisé. Il n'avait jamais d'argent, pourtant il vivait. Il ne semblait jamais manger de nourriture humaine, affirmant qu'il puisait sa subsistance dans le sel de l'air. Les amis d'Ayodele s'inquiétèrent. Ils virent les changements en elle. Elle était distraite au salon, ses mains s'arrêtant parfois au milieu d'une tresse, alors qu'elle fixait le vide. Ils la mirent en garde contre lui, cet étrange étranger sans passé et sans famille. Ayodele était une femme de logique. Elle croyait en ce qu'elle pouvait voir. Pourtant, elle le vit disparaître dans les vagues une nuit et réapparaître le lendemain, ses vêtements complètement secs. Elle le vit retenir son souffle sous l'eau pendant une durée impossible. Elle vit l'effet étrange, presque hypnotique, qu'il avait sur les gens, comment ils semblaient être attirés par lui mais aussi méfiants. Elle vivait dans deux mondes. L'un était le monde solide et prévisible de son salon. L'autre était un monde de chuchotements, de sel, d'un homme qui prétendait être un mythe, une histoire que sa grand-mère lui racontait. Un profond conflit prit racine dans l'âme d'Ayodele. C'était un va-et-vient constant, comme la marée elle-même. Une partie d'elle, la coiffeuse qui mesurait les produits chimiques et comptait ses gains, criait que c'était de la folie. C'était un escroc, un charlatan habile avec une histoire astucieuse. Elle restait éveillée la nuit, essayant de reconstituer la logique. Peut-être était-il un passeur qui utilisait la mer comme couverture. Peut-être était-il simplement malade mentalement, perdu dans un délire qu'il s'était fabriqué. Elle essaya de rompre, de lui dire que c'était fini. Mais alors, il la regardait avec ses yeux océaniques, et toute sa détermination se dissolvait comme du sel dans l'eau. L'autre partie d'elle, une partie qu'elle n'avait pas soupçonnée d'exister, voulait croire. C'était la partie d'elle qui se souvenait des histoires de sa grand-mère sur les esprits et les autres royaumes. C'était la partie qui ressentait la magie indéniable quand il était prêt. Avec lui, le monde semblait plus grand, plus mystérieux, rempli de possibilités qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Il lui montrait une facette de la vie qui ne concernait pas le profit et la perte, mais le flux et le ressenti. Il lui apprenait à écouter le rythme des vagues, à trouver un sens au motif des nuages. Cet amour était un enchantement, un sort puissant qu'elle ne pouvait, ou ne voulait pas, rompre. Le tournant survint lors d'un festival pour Yemoja, l'orisha de la mer, c'est-à-dire la déesse des eaux en langue yoruba. Ade l'emmena dans une partie isolée de la côte où une petite communauté faisait des offrandes. L'air était rempli de tambours et de chants. Ade ne participa pas, mais il regarda avec une profonde tristesse. Plus tard, il expliqua que ces rituels étaient beaux, mais incomplets. « Ils nous appellent », murmura-t-il, mais ils ont oublié comment écouter la réponse. À ce moment-là, en observant la dévotion sincère des gens et la tristesse profonde et ancienne dans les yeux d'Ade, Ayodele sentit le dernier de son scepticisme s'envoler. Ce n'était plus une question de croyance, c'était une réalité qu'elle vivait. Sa prise de conscience n'était pas joyeuse. Elle était lourde, lestée par l'impossibilité de leur situation. Elle aimait un être qui ne pourrait jamais pleinement appartenir à son monde. Il ne pouvait pas s'asseoir dans son salon et bavarder avec ses clientes.
Il ne pouvait pas construire une vie normale avec elle. Une vie de déjeuners dominicaux, de factures partagées et de vieillir ensemble. Leur amour était réel, mais il était comme la mer elle-même, vaste, magnifique et finalement indomptable. Il pouvait la nourrir, mais il pouvait aussi la noyer. Elle comprit qu'elle était amoureuse d'un mythe, une histoire belle et tragique qui ne pouvait avoir de fin heureuse sur la terre ferme. La décision fut la chose la plus difficile qu'Ayodhya ait jamais prise. C'était un acte d'autopréservation, un choix pour le sol solide dont elle savait qu'elle avait besoin pour survivre. Elle le rencontra une dernière fois à leur endroit habituel sur la plage. La lune n'était qu'un fin croissant dans le ciel, et la mer était calme, presque mélancolique. Elle expliqua qu'elle ne pouvait pas vivre entre deux mondes pour toujours. Elle était une femme de la terre, du sol. Elle avait besoin de racines, d'un foyer, d'une vie qui ne dépendait pas du mouvement des marées. Elle avait besoin du rythme simple et prévisible qu'elle avait autrefois trouvé si banal. Ce fut un adieu douloureux et larmoyant. Il ne discuta pas. Il semblait avoir su que ce jour viendrait. Il lui tint simplement la main, sa peau fraîche contre la sienne. « La mer se souviendra toujours de toi, » dit-il, sa voix douce. Il lui donna un dernier cadeau, un unique et parfait cauris. Puis, il se retourna et entra dans l'eau sans regarder en arrière, disparaissant sous la surface sombre et chatoyante jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de lui. Ayodhya resta longtemps sur le rivage, l'air frais de la nuit séchant les larmes sur son visage. Elle ressentit un profond sentiment de perte, mais aussi une étrange et tranquille libération. Le sort était rompu. La marée dans son âme s'était enfin retirée. Ayodhya retourna à sa vie. Elle revint à son salon, au cliquetis de ses ciseaux et à l'odeur familière du défrisant. Mais quelque chose avait changé en elle. Le monde ne lui semblait plus si petit ou si simple. Elle avait touché la magie, aimé un mythe et survécu. Elle voyait le monde avec de nouveaux yeux, remarquant les courants spirituels qu'elle avait auparavant ignorés. Elle commença à écouter plus attentivement les histoires de ses aînés, comprenant qu'elles n'étaient pas seulement des contes, mais des fenêtres sur une autre forme de vérité. Elle n'avait pas oublié Had, elle l'avait simplement placé là où il appartenait, dans le vaste et mystérieux océan de sa mémoire. Son expérience lui enseigna une profonde leçon sur elle-même et sa culture. Elle apprit que la réalité était plus fluide qu'elle ne l'avait jamais imaginé, et que le monde était rempli de merveilles qui défiaient toute explication facile. Bien qu'elle ait choisi une vie normale, elle n'était plus liée par une définition étroite de celle-ci. Elle avait trouvé un équilibre, une façon de vivre sur la terre, tout en honorant le mystère de la mer. Ayodhya, la coiffeuse de Cotonou, avait voyagé dans les profondeurs du surnaturel et était revenue, non pas brisée, mais entière, avec une conscience renouvelée et une force tranquille, portant à jamais l'odeur du sel dans son âme.